L'équation de Drake propose un raisonnement simple. Si la vie a pu apparaître ici, pourquoi pas ailleurs? Et si elle s'est complexifiée jusqu'à produire une civilisation technologique, pourquoi cette trajectoire ne se répéterait-elle pas des millions de fois à travers la galaxie? Lorsqu'il la formule en 1961, Frank Drake ne cherche pas à donner une réponse définitive, mais à poser une méthode. Son équation décompose l'inconnu en une série de questions simples. Combien d'étoiles naissent chaque année dans notre galaxie? Quelle proportion d'entre elles possèdent des planètes? Combien de ces mondes se trouvent dans une zone habitable? Parmi eux, combien voient apparaître la vie? Combien de formes de vie évoluent jusqu'à l'intelligence? Et combien de civilisations technologiques survivent assez longtemps pour devenir détectables? À l'époque, ces variables n'étaient que des conjectures, mais aujourd'hui, une partie d'entre elles a basculé du côté des certitudes. Nous savons désormais que presque chaque étoile possède son cortège de planètes, que nombre d'entre elles se situent dans une zone dite habitable et que les briques élémentaires de la vie, que sont le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, mais aussi les acides aminés et les molécules organiques complexes, abondent partout dans le cosmos. Autrement dit, plusieurs paramètres que Drake ne pouvait qu'estimer à l'aveugle dans les années 60 sont désormais quantifiés. La vie dans son principe apparaît moins comme une exception improbable que comme une éventualité statistique ordinaire. C'est dans ce contexte que des scientifiques comme Carl Sagan ont joué un rôle décisif. Astrophysicien et vulgarisateur, il a constamment rappelé que l'exploration de l'espace n'était pas seulement une entreprise scientifique, mais aussi une interrogation existentielle. Sommes-nous seuls ? Avec la mission Voyager, il a conçu le Golden Record, un disque embarqué à bord des sondes contenant des sons et des images de l'humanité destinés à d'hypothétiques civilisations lointaines. Ce geste illustre une idée centrale chez Sagan. Si l'univers est habité, alors communiquer au-delà de notre monde n'est pas une spéculation naïve, mais une conséquence logique de notre appartenance à un cosmos plus vaste. Son intuition rejoint la perspective ouverte par l'équation de Drake. Il n'y a rien d'extraordinaire à envisager d'autres formes de vie. Ce qui serait extraordinaire, ce serait que nous soyons les seuls. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN, l'un des VPN les plus recommandés avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, et une note presque parfaite sur Trustpilot, dont 20 000 avis qui le jugent excellent. Voici comment CyberGhost VPN vous aide à avoir un accès à un Internet plus sûr et plus libre. En un clic, il masque votre adresse IP, chiffre 100% de votre trafic et le redirige à travers ses serveurs sécurisés répartis dans plus de 100 pays. Résultat, plus personne ne sait ce que vous faites en ligne, ni curieux, ni pirate, pas même CyberGhost qui ne conserve aucune donnée sur votre activité. Si vous ne supportez plus d'avoir l'impression d'être espionné insidieusement à chaque connexion, CyberGhost VPN est réellement une solution adaptée pour vous. Et puis ce n'est pas qu'une question de vie privée, CyberGhost vous permet aussi de débloquer les bibliothèques de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Prime Video, Disney+, ou Crunchyroll. Peu importe où vous êtes, il suffit de changer virtuellement de pays pour accéder aux bibliothèques numériques du monde entier. L'application fonctionne sur n'importe quel appareil, Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Apple TV, Android TV. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, parfait pour couvrir toute la maison ou partager avec vos proches. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Et comme il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est totalement sans risque. Notre Voie lactée contient environ 200 milliards d'étoiles. Les observations de Kepler suggèrent qu'au moins la moitié d'entre elles abritent des planètes, dont près de 50 milliards se trouveraient dans une zone habitable. À l'intérieur de ce gigantesque échantillon, les modèles les plus prudents estiment qu'il pourrait exister au moins 2 milliards de planètes de type terrestre, c'est-à-dire rocheuses, avec une taille comparable à la nôtre et des conditions favorables à la présence d'eau liquide. Et ce chiffre ne concerne que notre seule galaxie, or l'univers observable en compte des centaines de milliards. Ces données astronomiques trouvent d'ailleurs un écho dans les découvertes directes de l'astrobiologie. Dans notre propre système solaire, plusieurs mondes se révèlent être des candidats crédibles pour la vie. Europe, la lune de Jupiter, et Encelade, le satellite de Saturne, recèlent sous leur croûte glacée des océans d'eau liquide, chauffés par les forces de marée et potentiellement riches en sources d'énergie chimique, des conditions proches de celles où la vie a émergé sur Terre. Sur notre planète même, des météorites comme celle de Murchison, tombée en Australie en 1969, ont révélé la présence d'acides aminés, les briques essentielles des protéines, confirmant que les ingrédients de la biologie terrestre circulent librement dans l'espace.
Quelques années plus tôt, en 1953, l'expérience de Miller et Urey avait déjà montré qu'en reproduisant les conditions supposées de la Terre primitive, donc un mélange de gaz et d'étincelles simulant la foudre, des acides aminés pouvaient se former spontanément. Ce résultat fondateur ancre l'idée que la chimie du vivant n'exige pas un miracle unique. Elle peut émerger naturellement dès lors que les conditions sont réunies. Et plus récemment, le télescope James Webb a détecté dans des disques protoplanétaires, ces berceaux de futures planètes, des molécules organiques complexes, témoignant que les semences de la vie ne sont pas une singularité terrestre, mais une propriété commune des environnements cosmiques. Ces découvertes éparses mais convergentes dessinent une même conclusion. La vie n'est pas un miracle local, mais une potentialité universelle. On objectera parfois que la vie terrestre est le fruit d'une suite d'événements extraordinairement hasardeux et que ce hasard rendrait improbable son apparition ailleurs. Mais cet argument repose sur une confusion. L'émergence des briques du vivant n'est pas une loterie miraculeuse, mais le résultat de lois chimiques universelles. Dès lors que certaines conditions sont réunies, l'eau liquide, les sources d'énergie, les molécules de base, la chimie organique s'organise d'elle-même. L'expérience de Miller-Urey en a donné une première démonstration. La météorite de Murchison en a apporté une preuve venue de l'espace et le télescope James Webb en confirme aujourd'hui la validité à l'échelle des disques protoplanétaires. Même si la probabilité locale de voir apparaître une vie complexe était faible, l'immensité de l'univers inverse totalement l'équation. Avec des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies, même une chance sur 1 milliard produit des milliers de mondes où la vie aurait franchi ce seuil. Ce n'est donc pas la rareté qui surprendrait, mais l'idée que nous serions seuls. Une autre objection revient inlassablement, le paradoxe de Fermi. Il tient en une formule apparemment implacable. Si l'univers regorge de civilisations, pourquoi ne voyons-nous rien ? Mais ce paradoxe présenté comme une évidence n'est en réalité qu'une illusion logique. Il repose d'abord sur une vision démesurément simpliste. Il suppose que parce que nous ne voyons rien aujourd'hui, il n'y a rien. Or l'univers n'a rien de notre horizon familier. Sa taille et ses échelles de temps défient l'imagination. Notre civilisation n'existe que depuis quelques millénaires, nous n'écoutons le ciel qu'avec des outils rudimentaires depuis à peine 60 ans. Conclure à l'absence sur une base aussi dérisoire, c'est comme scruter l'océan avec un verre d'eau et décréter qu'il n'y a pas de poissons. Le paradoxe de Fermi trahit aussi un présupposé anthropocentré. Il attend des autres civilisations qu'elles se comportent comme nous, envoyer des ondes radio, chercher à se signaler. Mais pourquoi en serait-il ainsi ? Rien n'assure que leurs moyens de communication soient compatibles avec nos capteurs, ni même que nous soyons capables de reconnaître une manifestation technologique radicalement différente de ce que nous imaginons. Enfin, ce prétendu paradoxe confond silence et invisibilité. L'absence de signaux identifiés ne prouve rien sinon notre ignorance. Peut-être n'avons-nous pas encore les bons instruments, peut-être ne regardons-nous pas au bon endroit, ou peut-être avons-nous déjà croisé des traces que nous avons refusé de voir, prisonniers de nos propres grilles de lecture. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'astrophysicien David Kipping. Spécialiste des exoplanètes, il a appliqué des méthodes statistiques pour évaluer nos chances de ne pas être seuls. Ces travaux montrent qu'à partir de ce que nous savons déjà, donc le nombre d'exoplanètes, leur diversité, les conditions favorables à la chimie du vivant, l'hypothèse que la vie ait émergé ailleurs dans la galaxie reste plus probable que son inexistence. Quant à l'intelligence, elle apparaît dans ces modèles comme une possibilité rare, mais non négligeable, impossible à écarter sur la base de notre seule ignorance. C'est précisément l'argument de certains chercheurs comme Avi Loeb. Pour l'astrophysicien de Harvard, notre incapacité à détecter des signes de vie intelligente ne tient peut-être pas à leur absence, mais à notre propre aveuglement. Notre filtre d'analyse est encore trop étroit, trop anthropocentré, trop dépendant de nos technologies et de nos préjugés culturels. Nous cherchons des signaux radio, des langages familiers, mais qu'en est-il des formes de communication ou même de présence qui nous échapperaient totalement ? Ainsi, loin de réfuter la possibilité d'autres civilisations, le prétendu paradoxe de Fermi révèle surtout nos propres limites, celles de nos outils, de nos attentes et de notre imagination. Peut-être que l'univers nous parle déjà, mais dans une langue que nous n'avons pas encore appris à comprendre. On objectera alors que même si la vie intelligente existe ailleurs, les distances sont trop immenses pour qu'un contact soit possible. Mais ce raisonnement reflète nos propres limites, encore une fois, pas celles d'hypothétiques civilisations plus anciennes et plus évoluées. Ce que nous jugeons infranchissable aujourd'hui pourrait être pour elles une évidence. Peut-être dispose-t-elle de technologies qui dépassent notre imagination actuelle,
Ou bien envisage-t-elle le voyage, non pas comme nous, contraints par la brièveté d'une vie humaine, mais à l'échelle de milliers d'années? Après tout, une civilisation qui dure depuis des millions d'années pourrait parfaitement concevoir des projets s'étendant sur de telles durées. D'autres hypothèses suggèrent que le contact ne passe pas nécessairement par de vastes vaisseaux habités. Il pourrait s'agir de sondes autonomes ou de formes de communication qui échappent encore totalement à notre compréhension. En réalité, affirmer que les distances rendent toute rencontre impossible, c'est projeter nos propres limites sur des civilisations hypothétiques dont nous ne pouvons pas imaginer ni la science ni la temporalité. Ce n'est pas l'univers qui est trop vaste, c'est notre horizon mental qui est trop étroit. Bien sûr, admettre que la vie peut être fréquente dans l'univers ne revient pas à conclure qu'elle se transforme toujours en civilisation avancée. C'est une remarque récurrente des sceptiques. La plupart des planètes habitées pourraient n'être que des réservoirs de bactéries ou de formes primitives, incapables de franchir le seuil de la conscience. Mais cette objection ne suffit pas à écarter la probabilité de rencontre avec d'autres intelligences. D'abord parce que le simple fait que la vie ait franchi ce seuil au moins une fois, ici sur Terre, démontre que ce passage est possible. Ensuite, parce que le nombre colossal de planètes multiplie les tentatives. Même si une seule planète sur 1000, sur 1 million, sur 1 milliard seulement voyait émerger une espèce consciente, cela suffirait à remplir la galaxie de dizaines, voire de centaines de civilisations à différents stades de développement. Il faut aussi rappeler que l'intelligence n'est pas une anomalie absolue dans l'évolution terrestre. Des formes de cognition avancées sont apparues de façon indépendante chez plusieurs lignées, comme les cétacés, les céphalopodes, les corvidés ou les primates. Cette récurrence suggère que la complexité cognitive pourrait être une issue évolutive relativement naturelle lorsque les conditions la favorisent. Ce n'est donc pas un chemin unique et miraculeux, mais une possibilité inscrite dans la dynamique du vivant. C'est précisément ce constat qui a conduit le radioastronome américain John Ball, en 1973, à proposer ce qu'il a appelé l'hypothèse du zoo galactique. Selon lui, si des civilisations avancées existent, leur absence apparente ne résulte pas d'un hasard mais d'un choix. Elles auraient instauré une sorte de code de non-interférence, préférant observer discrètement les jeunes civilisations plutôt que d'interrompre leur développement naturel. Dans cette optique, notre solitude n'est pas la preuve d'une vacuité cosmique, mais le signe que nous vivons peut-être dans une réserve cosmique, surveillée mais tenue à l'écart, le temps que nous franchissions certains seuils de maturité. L'idée inverse notre rapport au cosmos, nous ne serions pas les découvreurs mais les découverts, pas les observateurs mais les observés. Cela place l'humanité dans une situation comparable à celle des animaux d'un parc zoologique, conscients de leur environnement immédiat mais incapables d'imaginer les regards qui les entourent. Philosophiquement, l'hypothèse du zoo nous oblige à interroger notre propre conception de la liberté et du progrès. Sommes-nous vraiment autonomes ou évoluons-nous sous le regard silencieux d'entités plus anciennes qui choisissent de ne pas ou plus interférer? Et si tel est le cas, que signifie alors le libre arbitre d'une civilisation surveillée, mais ignorante de l'être? C'est ici qu'une autre idée vient prolonger la réflexion, celle de la panspermie. Elle postule que la vie terrestre ne serait pas née uniquement sur notre planète, mais qu'elle aurait été ensemencée depuis l'espace, transportée par des comètes, des astéroïdes ou même par une volonté délibérée. Dans ce cadre, notre biosphère elle-même ne serait pas une création autonome, mais l'héritière d'un processus cosmique plus vaste. La panspermie offre un renversement de perspective. Au lieu de considérer la Terre comme une exception isolée, elle l'inscrit dans une chaîne de transmission biologique potentiellement universelle. La vie serait alors une propriété de l'univers, voyageant d'astre en astre, de système en système, jusqu'à trouver les conditions favorables à son épanouissement. Certains comme Francis Crick, prix Nobel de médecine et co-découvreur de l'ADN, ont même envisagé une version dirigée de cette hypothèse. L'idée que des civilisations avancées aient pu volontairement disséminer les germes de la vie à travers la galaxie, assurant une forme de continuité biologique à l'échelle cosmique. Une hypothèse que l'on appelle la panspermie dirigée. Dans cette lecture, nous ne serions pas seulement observés, mais aussi héritiers d'un legs volontaire, fragment d'un projet qui nous dépasse. Ces hypothèses scientifiques, qu'il s'agisse de l'équation de Drake, de la panspermie ou des scénarios de non-interférence, ont en commun de replacer l'humanité dans un cadre plus vaste, celui d'un univers possiblement habité, traversé d'échanges visibles ou invisibles. Elles nous invitent à envisager que nous ne soyons pas seuls, ni même les premiers. Mais il existe une autre forme de transmission plus ancienne que la science, celle des récits. Depuis l'aube des civilisations, l'humanité rapporte d'étranges rencontres. Des textes et des traditions répandus sur tous les continents parlent d'êtres venus du ciel. Parés de lumière, porteurs de savoir, ils ne descendaient pas dans des vaisseaux au sens moderne, mais dans des chars de feu, des navires volants ou des colonnes de nuée.
Dans toutes les cultures, ces visiteurs sont devenus des dieux. Faut-il y voir de simples mythes ou bien la mémoire déformée d'événements réels? Les astrophysiciens nous donnent les probabilités. Les textes anciens nous offrent peut-être les souvenirs. Et si l'un complétait l'autre? Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois. C'est totalement sans risque, alors allez le vérifier par vous-même. Le lien est dans la description.